L'Antarctique, en été. Après des mois d'obscurité, le soleil revient enfin. Les bateaux peuvent à nouveau naviguer vers le sud. Ils ne s'aventurent sur ce territoire gelé qu'à la belle saison. Mais la carapace rigide et glacée de l'hiver est difficile à percer. Même pour les brise-glaces, les voyages dans l'océan austral sont risqués. Ils doivent affronter des icebergs immenses et des mers déchaînées. La plupart des zones côtières autour des îles subantarctiques ne sont pas gelées. Elles abritent la faune, étonnamment abondante, de l'Antarctique. Ces étroites bandes de terre servent d'arènes de combat, de marché matrimonial et de sites de reproduction. Le continent antarctique est entouré d'une immense étendue de glace. Ces conditions inhospitalières ne découragent pas les manchots empereurs. Le continent le plus méridional de la Terre est le royaume du plus grand des manchots. Pour nous, humains, il évoque des contes. Des contes de l'Antarctique, venus du bout du monde. L'entrée dans l'Antarctique se fait par l'extrême sud de l'Argentine. La Terre de Feu. La mer est le meilleur lien avec le reste du monde. L'une des rares villes qui existent ici est célèbre au-delà des frontières du pays. La station balnéaire d'Ushuaia, également appelée le « bout du monde ». L'extrémité du continent américain disparaît dans les contreforts de la cordillère des Andes. Environ 60 000 personnes vivent là, principalement de la pêche et du tourisme. La saison commence en octobre, lorsque les touristes sont attirés par l'été de l'hémisphère sud. Non loin de la ville, les manchots de Magellan se reproduisent. Mâles et femelles se relaient pour couver et chercher de la nourriture. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions de passer un peu de temps ensemble. Les manchots de Magellan se nourrissent de poissons, de calmars et de krill, qu'ils trouvent en abondance dans les eaux froides de la Terre de Feu. Ushuaia n'est pas seulement célèbre pour les nombreux bateaux de croisière qu'elle accueille, mais aussi parce qu'elle est la porte d'entrée de l'Antarctique. C'est le point de départ de nombreuses expéditions. Le capitaine Klebnikov se prépare pour son prochain voyage dans l'océan austral. Les provisions sont chargées et les derniers passagers montent à bord.
Le mois de novembre, début de l'été local, est le meilleur moment pour partir. Le phare Les Éclaireurs se trouve à environ 8000 marins d'Ushuaïa. Il marque la fin du monde habitable par les êtres humains. Les animaux, en revanche, sont ici chez eux, car les eaux regorgent de nourriture. Les otaries à crinière se retirent souvent sur de petits îlots rocheux. Ils s'y reposent et dorment avant de partir pour leur prochaine campagne de pêche. Les mâles n'ont pas beaucoup de temps libre, car ils doivent garder et protéger leur harem. L'huîtrier noir d'Amérique se nourrit de moules, qu'il ouvre avec son bec solide. L'expédition part de la pointe sud du continent américain jusqu'aux îles de la Géorgie du Sud. Le capitaine Klebnikov est un brise-glace doté d'un équipement technique spécial qui le rend parfaitement adapté au passage vers l'Antarctique. Un système spécial de radar sonde la glace. Sa coque renforcée est conçue pour briser la glace, jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Bien que cette fonction ne soit pas nécessaire dans le cas présent, le trajet n'est pas facile. La météo d'ici, changeante et souvent houleuse, a appris aux marins expérimentés à révérer la mer entre 40 et 60 degrés de latitude. Ils lui ont donné des surnoms, comme 40e rugissant, 50e hurlant, 60e déferlant. Les mouettes et autres oiseaux marins accompagnent le bateau, tenant tête à la mer sauvage. La Géorgie du Sud se trouve à 2000 km à l'est de la Terre de Feu, et fait partie des îles subantarctiques. Personne n'habite cette île, hormis un gouverneur britannique et quelques scientifiques. Montagnes, neige et glace s'étendent à perte de vue. Le point culminant est le mont Paget, haut de 2934 mètres. Tout autour de l'île, plus de 160 glaciers s'écoulent dans la mer. Mais la côte reste libre presque toute l'année. Des laminaires robustes, pouvant atteindre 10 mètres de long, y poussent en masse. C'est généralement un milieu sûr pour les poissons, les moules et les crabes. Sauf lorsque le pétrel géant se met en chasse. Les manchots royaux sont les habitants les plus imposants de la Géorgie du Sud. Au printemps de l'hémisphère sud, ils se rassemblent dans les baies de l'île. D'abord, les mâles arrivent et cherchent leur lieu de reproduction de l'année précédente. Lorsqu'ils plongent dans l'eau, ils le font en groupe. Une stratégie de survie efficace pour échapper aux prédateurs qui rôdent sous l'eau.
Les manchots royaux sont très sociables et aiment chasser en groupe. Ils se nourrissent surtout de poissons et de calmars. Après environ 150 plongées par jour, ils cherchent un coin de plage où se reposer. Les étroites plages non gelées, entre les glaciers et la mer, offrent un abri contre le vent et les intempéries pour les manchots, mais aussi pour les phoques et autres créatures. Quelques semaines après les mâles, les femelles suivent et commencent à chercher leur partenaire. Pendant la saison des amours, le manchot royal est strictement monogame. En Géorgie du Sud, les manchots adultes n'ont pas d'ennemis naturels sur Terre. Mais tous ne reviendront pas de leur longue campagne de pêche en mer. Les orques et autres prédateurs font des ravages. Certains manchots attendent en vain le retour de leur partenaire. Leur plumage spécifique les protège du froid et de l'humidité. Les plumes couvrant la couche inférieure chaude et duveteuse doivent être lissées et huilées régulièrement. Le manchot royal n'est pas la seule créature qui vit ici. En été, les plages de Géorgie du Sud sont très animées. Une colonie d'éléphants de mer bloque le passage entre le site de reproduction et la mer. Seuls les mâles adultes arborent la trompe proéminente éponyme. Ces géants peuvent peser jusqu'à 4 tonnes. Les jeunes mâles n'ont pas encore beaucoup de nez. Il faudra environ 8 ans pour que cet organe olfactif atteigne une taille qui fera impression. Ils apprennent très tôt à se battre. Et les jeunes éléphants de mer ne s'en privent pas. La force, la violence et la tactique sont des facteurs décisifs dans cette lutte pour les femelles et le territoire. C'est souvent une question de vie ou de mort. Ils doivent commencer jeunes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Son énorme trompe et ses talents de combattant ont forcé le respect, et il a eu ce qu'il voulait. Ce mâle a rassemblé 15 femelles autour de lui, un harem respectable. Ils sont généralement pacifiques et s'occupent de leurs petits. Ce jeune mâle ne peut que rêver de ses futures conquêtes. Qu'il est bon de faire la sieste, entouré de sa famille. Malgré les pleurs du bébé, bien sûr. Les petits boivent beaucoup de lait et doivent grandir rapidement. Il n'a pas beaucoup de temps pour jouer. Les jeunes éléphants de mer doivent pouvoir se débrouiller seuls au bout de 4 semaines. La vie est encore belle, mais dans quelques semaines, il sera temps pour eux de se jeter définitivement à l'eau. D'ici là, les jeunes phoques quadruplent leur poids de bébé pour atteindre 150 kg.
Cette épaisse couche de graisse leur est vitale pour pouvoir survivre dans les eaux glacées de l'océan austral. Les éléphants de mer ne se rendent à terre que pour la saison des amours, pour élever leurs petits et pour leur mue annuelle. Le reste du temps, ils chassent les poissons et les calmars dans la mer. Ils restent des mois dans l'océan jusqu'à ce que leur instinct reproductif les pousse à nouveau sur la terre ferme. La Géorgie du Sud est un point de rencontre pour beaucoup d'animaux qui passent le reste de leur vie en mer. L'intérieur escarpé de l'île est dominé par les glaciers, la glace et la neige, ce n'est pas un bon habitat pour la flore et la faune. Le peu de végétation qui subsiste se trouve surtout le long de l'étroite bande côtière. Mais les mousses prospèrent dans le climat subantarctique humide et froid. En été, les températures dépassent rarement les 10 degrés Celsius. La pluie et les glaciers alimentent de nombreux ruisseaux. L'eau ne manque pas en Géorgie du Sud. Les manchots royaux semblent se plaire ici. Après tout, ils sont environ 40 000. Ils ont un cycle reproductif étonnamment long d'environ 14 mois. Une colonie peut donc contenir des poussins d'1 an, ainsi que des adultes qui cherchent encore un partenaire. En hiver, les jeunes manchots attendent des mois, seuls sur la terre ferme, que leurs parents reviennent avec de la nourriture. C'est l'été, il est temps de les élever et de les nourrir. Après 14 mois environ, ils troquent leur duvet contre un plumage imperméable. Alors seulement ils seront prêts à aller pêcher eux-mêmes en mer. Tandis qu'une famille élève encore ses petits, un adulte célibataire se cherche un nouveau partenaire. Une fois qu'ils se sont trouvés, la cour commence. Un rituel qui mène toujours au même résultat. L'accouplement. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine. L'otarie à fourrure non loin de là ne présente aucun danger, il doit juste garder un œil sur ses femelles. Le mauvais temps ne dérange pas les otaries à fourrure, qui passent la plupart de leur temps dans l'eau. Sur Terre, elles ne font que se reproduire. Les mâles se battent souvent férocement pour les femelles et le territoire. Manchots et otaries à fourrure se gênent rarement. Leurs rencontres sont surtout empreintes de curiosité. Ou de méfiance. Après une inspection poussée et un calcul des risques, ils poursuivent leur chemin. Les manchots royaux se reproduisent souvent près des manchots papous. Leur cri distinctif de trompette leur a valu d'être surnommés « manchots de l'âne » en allemand. Ils profitent aussi du court été austral pour élever leurs petits. Leurs nids sont faits de pierres et d'herbes,
et ils n'hésitent pas non plus à chipper la nourriture des voisins. Les œufs sont incubés pendant 30 jours environ, jusqu'à l'éclosion. Les petits restent ensuite dans le nid encore 30 jours, gardés au chaud et protégés par leurs parents. Les parents doivent trouver plus de 100 kg de krill avant que leur poussin ne soit adulte. Ils cherchent tout à tour de la nourriture, l'un des parents reste toujours pour protéger ses petits. Les manchots papous ne nichent que dans les régions sans neige, ni glace. En Géorgie du Sud, ils retrouvent chaque année leurs anciens sites de reproduction. Le bon voisinage est important, car l'espace non gelé est limité sur l'île. Et chacun revendique sa place. Fin novembre, début de l'été austral, les jeunes otaries à fourrure naissent. Les petits restent souvent seuls pendant plusieurs jours, tandis que leurs mères partent chasser. Les mères reviennent brièvement à terre pour allaiter leurs petits. Les petits ont l'habitude d'être laissés seuls. Ils se blottissent confortablement entre eux. De temps en temps, une querelle éclate entre les otaries adultes, mais le plus gros des combats de mâles est terminé et les territoires sont établis. Dans l'ensemble, la cohabitation de toutes ces espèces différentes se passe plutôt bien. Otaries à fourrure, éléphants de mer ou manchots, en Géorgie du Sud, tout le monde a sa place. Si la Géorgie du Sud attire tant d'animaux, c'est parce que la nourriture y est abondante. La mer est riche en ressources nutritionnelles, ce qui fait de l'archipel l'une des escales les plus prisées de l'océan austral. La Géorgie du Sud se trouve à la jonction de l'océan Atlantique et de l'Antarctique. En direction du sud, la route passe par les îles Sandwich jusqu'à la péninsule antarctique et s'enfonce dans l'océan austral. Le temps d'ici est très changeant. Les vents froids du sud rencontrent les masses d'air chaud du nord. Il en résulte d'énormes zones de basse pression. Les tempêtes et le mauvais temps sont inévitables, un défi pour toute expédition. Les premiers icebergs surgissent, d'énormes mastodontes détachés de la calotte glaciaire antarctique, qui dérivent vers le nord. La mer les érode continuellement, mais l'eau n'est pas très chaude, si bien qu'il leur faut des années pour fondre. Les icebergs parcourent souvent des milliers de kilomètres, poussés par les marées et les vents puissants. Seul un septième de leur masse émerge de l'eau. La partie immergée est non seulement beaucoup plus profonde, mais aussi beaucoup plus large, un grand danger pour les bateaux. Près du cercle arctique sud, le soleil ne se couche presque jamais. Un point positif,
pour les expéditions dans l'Antarctique. Des îles volcaniques surgissent de la mer, preuve d'une activité géologique importante sous le fond marin, où la plaque océanique glisse sous la plaque continentale antarctique. La majeure partie du continent méridional est constamment couverte d'une immense calotte glaciaire. En été, seuls 2% du continent ne sont pas gelés. La majeure partie de cette zone sans glace se trouve dans la péninsule antarctique. Les eaux libres, riches en nutriments, attirent les oiseaux et la faune marine dans la région. Pour le capitaine Klebnikov, ce n'est qu'une étape comme une autre. Le navire d'expédition mouille non loin de la côte. Les dépressions fréquentes rendent le climat local plus doux que sur le reste du continent. Les manchots papous solitaires trouvent des coins sans glace pour leurs petites affaires. Ils ne sont généralement pas très sociables et ne côtoient que leurs partenaires. Si l'un et l'autre se plaisent quelque part, c'est là qu'ils feront leur nid. Ils ne forment des colonies que pendant la saison des amours, pour mieux protéger leurs petits des oiseaux marins prédateurs. L'absence de végétation limite le choix des matériaux de construction des nids. Ils ne disposent que de petits cailloux. Ces deux-là n'en sont qu'à leur début. Mais ils se sont mis d'accord sur un lieu de reproduction. L'accouplement est une autre affaire. Mais l'amour peut déplacer des montagnes. D'autres sont déjà en train de couver. Tandis que leurs partenaires sautillent jusqu'à la mer, à la recherche de nourriture. Sur le chemin qui mène à la mer, ils rencontrent des manchots adélie plutôt agités. Les manchots adélie, présents sur tout le continent, sont les manchots antarctiques les plus répandus. Sur Terre, ils sont étonnamment agiles. Malgré leurs petites pattes palmées, ils atteignent une vitesse d'environ 2 km/h et demi. Ils doivent souvent marcher longtemps pour retrouver leur terrain de chasse en haute mer. Ils parcourent parfois jusqu'à 50 km. Pour effectuer leur périlleux plongeon dans la mer, ils se rassemblent généralement là où l'eau est agitée. Ce plongeon groupé dans l'eau trouble rend la tâche plus difficile aux léopards de mer qui rôdent dans les parages, et pourraient les attraper. Comme tous les manchots, ils semblent assez maladroits sur Terre. Leur corps fuselé est plus adapté à la vie aquatique.
Ils se nourrissent surtout de krill, de petits crustacés qui foisonnent dans l'océan austral. C'est pour cela qu'ils se reproduisent par millions sur ce continent méridional glacé. La péninsule antarctique reste la zone la plus chaude. En été, les températures peuvent dépasser 0, faire fondre la glace et créer d'étranges formations. Parfois, un énorme iceberg tabulaire s'échoue près de la côte. Il peut rester bloqué des années, avant de fondre suffisamment pour pouvoir poursuivre son voyage. Seuls les brise-glaces osent affronter la banquise. Pour la plupart des navires, la péninsule antarctique est donc la dernière escale. Les conditions extrêmes et glaciales les empêchent de poursuivre leur voyage dans la région polaire du Sud ou dans la mer de Weddell. Même pendant les mois d'été, la glace empêche toute progression à beaucoup d'endroits. Occasionnellement, le capitaine Klebnikov traverse des zones moins obstruées. Le gel et la fonte à répétition de la glace font changer constamment les conditions. L'eau de mer gèle à moins 1,8 degrés Celsius. Elle forme une masse pulpeuse de cristaux de glace qui s'assemblent pour former des flots. Dans les mers agitées, ces flots s'entrechoquent et forment des plaques épaisses. C'est ce qu'on appelle la glace en crêpe. En hiver, ces flots s'épaississent et s'élargissent pour venir former un bouclier de glace de 1000 km de large, tout autour du continent. Ce n'est qu'au printemps qu'elles commencent à se fissurer et que les brise-glaces peuvent à nouveau parvenir jusqu'ici. En attendant, environ 20 millions de kilomètres carrés de glace solide séparent le continent du reste du monde. Le capitaine Klebnikov peut affronter une banquise de plusieurs mètres d'épaisseur. Mais voyager à travers ces vastes étendues de glace est risqué. Un système radar spécial permet d'analyser l'état de la glace. Une seule devise guide les marins dans l'océan austral: pour traverser la glace, mieux vaut la contourner. Parce qu'un détour est toujours plus sûr qu'une traversée directe. Mais cela n'est pas toujours possible dans la mer de Weddell. Lorsque le radar ne peut plus analyser les flots de glace et les eaux libres qui les séparent, il faut recourir à l'hélicoptère.
En vol de reconnaissance, ils repèrent la meilleure route pour sortir de ce labyrinthe glacé. Même pour un brise-glace robuste comme le capitaine Klebnikov, la navigation dans l'océan austral n'est pas chose aisée. Une proue spéciale et un revêtement en acier lourdement renforcé protègent la coque des parties tranchantes de la glace. Des moteurs puissants assurent au navire une propulsion et une poussée suffisantes. Enfin, le capitaine Klebnikov retrouve les eaux libres et peut progresser. Les jours rallongent, ce qui est pratique pour chercher sa route à travers la banquise. Le soleil est bas dans le ciel, mais si près du sud, il se couche rarement. La mer de Weddell est qualifiée de « fabrique d'icebergs ». D'énormes morceaux se détachent de la barrière de glace et dérivent vers le nord. Les côtes de l'Antarctique n'offrent pas de port naturel où jeter l'ancre. La seule option est de s'arrimer à la glace. Le navire percute la glace à vitesse maximale. Et vient s'immobiliser au milieu d'un désert de glace d'une blancheur aveuglante, qui s'étend sur 2000 km vers le sud. Il n'y a pas d'environnement plus hostile sur Terre. Il semblerait que rien ne survive ici. Le capitaine Klebnikov peut se reposer. Figé dans la glace, il attend simplement que les chercheurs et les membres de l'expédition soient prêts à repartir. Cet endroit, bien qu'inhospitalier, est le domaine du manchot empereur. Son terrain de chasse est accessible par un trou dans la glace. Ces manchots sont rassasiés et vont maintenant retrouver leur colonie. Plusieurs kilomètres les séparent parfois de la mer, une longue route pour ces courtes pattes de manchot. Mais ils ont plus d'un tour dans leur sac pour se déplacer.
Leurs plumes lisses et huilées leur permettent de glisser facilement sur la surface glacée. Les colonies de manchots empereurs sont souvent très éloignées de la mer, à l'abri de la fonte des glaces au printemps. Les icebergs qu'ils croisent sont immobiles. Captifs, figés dans le désert blanc de l'Antarctique. Ils resteront là, jusqu'à ce que l'été vienne enfin briser la glace, et les libérer de leurs entraves. Le vent et le climat créent des formations étranges. Des sculptures de glace, qui semblent conçues par la main de l'homme. Difficile de croire que ce paysage aride abrite la moindre forme de vie. C'est en réalité l'une des plus grandes pouponnières du monde. C'est là que les manchots empereurs élèvent leurs petits. Une stratégie risquée, mais qui s'avère souvent payante. Dans une région aussi désolée, les ennemis sont rares et les petits peuvent grandir en sécurité. Mais comme tout poussin, ils ont faim en permanence. Leurs parents doivent donc beaucoup les nourrir. L'été antarctique est la meilleure période. Les jours sont très longs et plus la banquise fond, plus l'accès à la mer se rapproche. Inlassablement, ils font la navette entre la colonie et la mer. Les eaux froides regorgent de poissons, de calmars et de krill, et donnent aux manchots beaucoup de nourriture pour leurs petits. L'Antarctique compte plus de 40 colonies, et année après année, les manchots empereurs reviennent au même endroit. Au plus fort de l'hiver, ils se reproduisent par milliers et profitent des courts étés pour élever leurs petits. Les vivres sont abondantes et les petits grandissent vite. Ils mangent du poisson régurgité, en abondance, tous les jours. Leur duvet offre aux oisillons une excellente protection contre le froid. Les petits sont insatiables, mais il ne suffit pas toujours de demander. Lorsque les parents n'ont plus de réserve dans leur estomac, ils doivent repartir chercher des vivres. Les petits dorment souvent pendant les longues périodes d'absence de leurs parents, attendant leur retour. Les manchots empereurs sont les seuls animaux qui passent presque toute leur vie dans l'Antarctique. Leur corps est parfaitement adapté aux conditions hostiles de ce continent de glace. C'est avant tout leur plumage qui les protège du froid. La première couche de duvet chaud est couverte de plumes courtes à croissance rapide.
La glande uropigienne des manchots sécrète une huile qui lubrifie leurs plumes extérieures et les rend complètement imperméables. Une épaisse couche de graisse leur permet de résister à des températures allant jusqu'à -60°C. Leurs cris leur permettent d'identifier leurs partenaires et leurs petits. Les manchots empereurs sont les plus grands des manchots. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,30 m et peser environ 38 kg. En hiver, ils peuvent perdre jusqu'à 40% de leur poids. Pendant les mois d'été, ils se réapprovisionnent. Lorsque les deux parents s'absentent en même temps pour chercher à manger, les jeunes se rassemblent en pouponnière. Ils sont constamment surveillés par des oiseaux adultes. Parfois, le danger peut prendre la forme d'une mouette ou d'un pétrel géant. En groupe, ils sont moins vulnérables. Un petit perdu pourrait ne jamais retrouver ses parents. Dans ce cas, le poussin mourra de faim. Encadrés par des adultes, dans un groupe sécurisé, les poussins font souvent des sorties. Le groupe de marcheurs est parfois rejoint par d'autres promeneurs. Dans quelques semaines, leur plumage imperméable de manchot poussera. Ils pourront alors se jeter à l'eau et commencer leur vie de jeunes adultes. Ils sont toujours élevés par leurs deux parents. Il est presque impossible pour un parent isolé de pouvoir nourrir seul son oisillon. Lorsque la température atteint -20°, il fait trop chaud pour les manchots. Les colonies se dispersent alors. Les familles se réorganisent et forment des groupes éparpillés. Les campagnes de pêche, qui duraient des mois en hiver, ne durent plus qu'un jour ou deux. Quand vient le soir, la plupart des manchots retournent à leur colonie. Ils passeront les courtes nuits d'été de l'Antarctique en sécurité, dans leur famille. Pour les manchots empereurs, c'est une maison, un refuge. Nous autres, humains, convoitons les merveilles de ce monde. Peu d'entre nous les voient de leurs propres yeux, et reviennent pour en parler. Parler de vie et de mort, d'amitié et de famille, qui naissent dans l'adversité. Parler de l'Antarctique, de l'autre bout du monde.